Afrique Média. Le monde, c'est nous. À cette toute nouvelle édition de Géopolitique internationale sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder en direct et bien sûr sur toutes les plateformes d'Afrique Média. Deux sujets sur la table de la géopolitique internationale ce matin. On en parle avec nos analystes et experts qui sont déjà avec nous via la plateforme Zoom notamment. En premier sujet, conflit ukrainien, le président Zelensky, qui vous le savez, annonce que son armée a repris aux forces russes la ville stratégique d'Izium dans l'est du pays. Au 200e jour de guerre, Volodymyr Zelensky remercie déjà ses troupes qui ont libéré dans des centaines de leurs villes et villages en Ukraine. On en parle ce matin, alors que bien évidemment certains parlent de pseudo-victoire. Est-ce que la contre-offensive de l'Ukraine est vérifiée? Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, nos analystes nous en diront certainement plus dans cette édition de Géopolitique internationale. Et puis, on revient en Afrique, un sujet hautement géopolitique aussi finalement, c'est l'affaire des currencies mercenaires. Est-ce qu'on s'achemine vers une crise diplomatique entre Bamako et Abidjan après les dernières positions d'Abidjan sur la question? Eh bien, le président Assimi Goïta qui a posé un certain nombre de conditions. Il a dit, Assimi Goïta, qui ne cédera à aucun chantage ou intimidation. On va en savoir plus tout au long de l'émission. Je vous souhaite la bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. On va de ce pas retrouver nos experts et analystes qui sont avec nous pour décrypter pour nous ces actualités dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique internationale. Nous avons le plaisir de retrouver Mourad El-Attab qui est avec nous ce matin. Il est géopolitologue et auteur de Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Bonjour à vous, cher Mourad El-Attab. Bienvenue, merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Merci à vous. Bonjour, merci à vous et merci pour votre invitation. Bonjour, bienvenue. Nous sommes avec Luc Michel, géopoliticien. Bonjour à vous, Luc Michel. Merci de nous retrouver en direct pour décrypter pour nous cette actualité, ces actualités hautement géopolitiques ce matin. Bienvenue. Bonjour Vanessa, bonjour à ton équipe et bonjour à mes collègues panélistes. Il a terminé sa licence. Bonjour à vous, Luc Michel. Nous avons également le plaisir d'être avec vous ce matin, Fabrice Beyor. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous, bonjour de Russie et espérons que ce débat permettra d'éclaircir quelques éléments dans le bruit ambiant de la propagande de Kiev. Super, merci à vous Fabrice Beyor. Gamal Abina, internationaliste, nous retrouvera certainement dans peu de temps dans le cadre je suis là. Ah voilà, Gamal est avec nous déjà. Bonjour à vous Gamal Abina, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde, panafricains et panélistes, ainsi qu'à vous-même. C'est parti, merci donc à vous Gamal Abina, c'est parti pour décrypter donc avec nous ces actualités. Merci à vous chers messieurs, merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin. Alors tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet avec ces annonces qui viennent depuis 2 ou 3 jours déjà. On peut les lire à travers certains médias occidentaux, notamment le président ukrainien qui annonce que son armée a repris aux forces russes des villes stratégiques. Volodymyr Zelensky qui se dit confiant. Alors sur ce sujet, je vais commencer avec vous, Mourad El-Attab, géopolitologue. Je rappelle que vous êtes par ailleurs auteur de Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Alors une fois de plus, bonjour à vous, Mourad El-Attab. Alors parlons de cette contre-offensive ukrainienne. Est-ce que véritablement il s'agit d'une victoire pour l'Ukraine?
Bah, écoutez, il est très difficile de donner quand même du crédit à la parole de Zelensky quand on sait qui est réellement Zelensky. Et par ailleurs, il parle, lui, de victoire militaire. J'insiste pour dire que ce n'est pas une guerre. La Russie n'a jamais déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est un point extrêmement important. La Russie est en proie à l'OTAN en Ukraine. Et ça, il est impératif que les auditeurs et les auditrices l'entendent. Parce qu'on voudrait me faire croire que la Russie sera en guerre contre un pays frère, quelque part, puisque les Ukrainiens et les Russes sont très proches. Par ailleurs, tout ça, bien sûr, manque d'une crédibilité effroyable, tant la Russie est loin, très loin, d'avoir engagé ses troupes militaires. Ce sont des conscrits sur place. Quant à Zelensky, qui ne fait pas une éventuelle victoire, une éventuelle victoire où, contre qui, comment, on sait qu'il bénéficie d'extrêmement de moyens de la part de l'OTAN. Encore faut-il donner des preuves, ce que contestent bien sûr les Russes, d'une réelle offensive militaire. Et rappelez que par contre, vous voyez que cette offensive, entre guillemets, sous-tend une propagande qu'avait développée, je crois, notre ami Gamal encore tout récemment, concernant les fausses lithium et autres, dont on a découvert qu'en réalité, c'était les forces spéciales ukrainiennes qui avaient enterré des Ukrainiens à cet endroit-là pour empêcher aux familles des victimes de toucher les primes. Donc, tout ça est masqué sous une effroyable propagande. Et avant toute chose, je tiens à rappeler le mot de Cicéron. La vérité, effectivement, peut être entendue. Encore faut-il que celui qui l'énonce soit crédible. Et pour le coup, Zelensky est tout sauf quelqu'un de crédible. C'est comme le qualifient les députés turcs, c'est un clown et un comique stupide. Voilà ce qu'il est, et surtout un grand corrompu. Je tiens à rappeler, parce qu'il faut toujours le rappeler, il a caché 900 millions de dollars suite à la vente des terres cultivables ukrainiennes à des fonds de pension américains. Ces 900 millions de dollars sont cachés dans des paradis fiscaux. Voilà ce qui est de Zelensky et de sa part. La table pour ce premier jet d'analyse. Alors, Luc Michel, je me retourne vers vous à présent. Alors, l'armée ukrainienne a repris. Luc Michel, j'espère que vous m'entendez. L'armée ukrainienne a repris près de 6000 km² russes, c'est du moins ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky. Cependant, Anthony Blinken a tout de suite jugé qu'il était trop tôt pour juger cette contre-offensive ukrainienne. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, entre d'un côté les propos de Volodymyr Zelensky, les propos d'Anthony Blinken et la position de la Russie même sur ce conflit, Luc Michel? Il faut comprendre que l'Ukraine, c'est tout d'abord une intense guerre de propagande. Zelensky ment comme il respire. Et le problème, c'est que les médias de l'OTAN, en particulier en France, reprennent sans aucun recul et sans aucune critique tous les mensonges de Zelensky. En réalité, la Russie a mené une retraite stratégique de façon à utiliser son artillerie contre l'artillerie ukrainienne, contre les Ukrainiens à Izout. Pour des gains mineurs, l'Ukraine a des massacres de troupes épouvantables. On parle de 8 à 10 000 morts. Il y a 48 heures, un général allemand, le général Eberhard, a dit que, justement, il n'y avait pas du tout de défaite stratégique de l'armée russe et que celle-ci gardait tout son potentiel stratégique. C'est cela qu'il faut retenir, évidemment. Il n'y a pas du tout de victoire ukrainienne. Il y a un massacre de l'armée ukrainienne pour regagner quelques villages. C'est cela qu'il faut retenir. Il faut cesser d'écouter, comme on le fait trop souvent en Afrique, les médias français. D'accord, merci à vous, Luc Michel. Alors, je vous passe la parole à présent, Fabrice Beyora, avant de revenir concrètement sur cette victoire annoncée
de Volodymyr Zelensky, hein, si on peut l'appeler ainsi, dans le conflit en Ukraine. Revenons un temps soit peu sur, j'évoquais tout à l'heure hein, les déclarations d'Anthony Blinken lorsque Volodymyr a annoncé justement cette pseudo-victoire, mais parlant aussi de Joe Biden, le président américain Joe Biden, qui a à nouveau mis en garde Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes nucléaires. Pourquoi, selon vous, à ce moment précis, à l'heure actuelle, dans ce contexte du conflit, pourquoi faire cette nouvelle mise en garde contre Vladimir Poutine, Fabrice Beyor? C'est dans le cadre de la politique de diabolisation de la Russie. Évidemment, la Russie est responsable de tout. Ce qui se passe actuellement a commencé le 24 février. Ce qui s'est passé les 8 dernières années auparavant, évidemment, on n'en fait pas mention, puisque cela voudrait dire que nous serions obligés de parler de la politique américaine en Ukraine avec les propres paroles des responsables américains, qui démontreraient évidemment qu'ils sont responsables. D'ailleurs, j'ai une déclaration de Soros que je viens de publier sur mon compte Telegram qui le dit très clairement, ce qu'il a fait en Ukraine depuis 25 ans, il le dit précisément. Un investissement de 25 ans, d'un quart de siècle, a-t-il dit. Mais pour répondre à votre question directement, je rappelle là aujourd'hui qu'effectivement, on essaye de démontrer que c'est le discours, le narratif actuel, Poutine, l'armée de Poutine, parce qu'évidemment, c'est l'armée de Poutine, tout est centralisé sur Poutine. Il y a une forme d'obsession psychiatrique de la part des russophobes occidentaux et que vous avez. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une question de personne, c'est vraiment la Russie, l'État russe, l'élite russe qui a bien compris la situation et qui a mis un stop. Et donc, on essaye de diaboliser la chose, on essaye de démontrer, oui, Poutine l'armée russe est en défaite avec Izium, on en reparlera, j'espère, parce que j'ai des choses à dire dessus. Puis, on essaie de démontrer qu'il est acculé et que donc, il pourrait utiliser l'arme nucléaire. Je rappelle que la Russie a toujours précisé, et Poutine a toujours précisé cela en réponse à des menaces occidentales. Ça n'a jamais été d'une manière unilatérale une affirmation, comme quoi une frappe nucléaire sur la Russie, qu'elle soit petite ou grande, et ça va être très rapide, vous allez voir, mais c'est important, petite ou grande, a-t-il dit, serait considérée comme une attaque nucléaire et donc il y aurait une réponse identique, démontre simplement que, et ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est la politique américaine, parce que la politique du Pentagone, c'est aujourd'hui, noir sur blanc, la validation des premières frappes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont indiqué dans leur stratégie qu'ils sont aujourd'hui dans la disponibilité d'utiliser des bombes atomiques comme première frappe, non pas comme dissuasion contre des frappes sur leur territoire, mais comme une arme d'attaque. Et ils ont dit qu'ils pourraient utiliser donc des petites bombes nucléaires tactiques locales, mais ça ne change pas que c'est une bombe nucléaire, et donc ils essayent de faire porter la responsabilité sur Moscou d'un possible upgrade du conflit vers un élément nucléaire. Je rappelle simplement que les Américains savent très bien, et Poutine l'a rappelé, qui rappelait d'ailleurs un mot d'Einstein, je vais paraphraser, qui disait que la 4e guerre mondiale serait avec des bâtons et des pierres, puisque la 3e guerre mondiale, ce sera la dernière des guerres mondiales, du fait de la puissance du feu nucléaire. Donc les Américains cherchent simplement avec cette campagne de forcer, de diaboliser, de mettre les populations occidentales dans la peur, et lorsque vous êtes dans la peur, vous ne raisonnez plus, et à ce moment-là, on peut vous manipuler. Nous sommes donc dans une campagne de manipulation qui va crescendo, et croyez-moi, qui va continuer au fur et à mesure, puisque dans quelques semaines, lorsque on verra bien que la campagne soi-disant d'Izium n'était qu'un feu follet et que de nouvelles régions et villes, et que le Donbass en particulier sera de plus en plus libéré, et j'espère intégralement libéré, vous verrez que nous aurons de nouveau cette campagne pour éviter que les gens commencent à réfléchir, puisque lorsque vous commencez à réfléchir, vous commencez à désobéir. Fabrice Beyor pour cette analyse qui nous éclaire un peu plus davantage. Alors, Gamal Abina, vous venez d'entendre justement Fabrice Beyor sur cette question de comprendre la logique de Joe Biden dans la foulée justement de ces annonces ukrainiennes, de ces annonces notamment de Volodymyr Zelensky, donc dans la foulée Joe Biden, qui a une fois de plus mis en garde son homologue russe Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires à l'heure où, selon les médias occidentaux, l'armée ukrainienne mène une importante contre-offensive dans le pays. Alors, la question que j'aimerais vous poser à vous, Gamal Abina, c'est de savoir comment comprendre cela. Oui, et Fabrice Beyor a également dit que Poutine a toujours précisé cela en réponse à une attaque, justement, nucléaire, une attaque venant des Occidentaux. Mais alors, est-ce que la Russie, vous pensez, à l'heure actuelle,
dans le contexte actuel, aura finalement besoin de cette attaque, de cette arme nucléaire, alors que de nombreux experts comme vous pensent déjà que le conflit en Ukraine aujourd'hui a d'une certaine façon précipité la fin de la domination occidentale? Oui, absolument. C'est très ridicule. Enfin, pour ma part, c'est ridicule. C'est de la propagande grossière de la part de Biden, qui est un va-t-en guerre, on le sait. C'est quelqu'un qui arrive aux commandes et qui, dès son arrivée, commence à rebombarder une partie de la Syrie. Bref, c'est pas quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui est dans une tradition américaine de domination et de volonté guerrière. On a eu une accalmie pendant 4 ans avec Trump, qui était un isolationniste. Malheureusement, le retour de Biden était un mauvais signe dont on voit très bien aujourd'hui qu'effectivement, il y a des problèmes. Alors, quand il dit ça, c'est pour essayer de préparer effectivement les opinions publiques, et Fabrice a raison là-dessus, préparer les opinions publiques à une attaque, une frappe nucléaire tactique. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ces frappes nucléaires tactiques, donc c'est bien de rappeler que c'est des mini-bombes atomiques. Il l'avait déjà envisagé plusieurs fois, une fois en Irak, il faut le savoir, dans le sud d'Abassora, il voulait faire une frappe tactique. Il l'avait envisagé aussi en Libye, pas l'oublier, malgré tout. À chaque fois que les Américains voient qu'il y a une impasse, ils envisagent une frappe tactique. Donc une frappe tactique, c'est simplement une bombe atomique qui contaminerait de façon éternelle une région, mais qui n'aurait pas des dégâts au-delà de la région qu'ils voudraient frapper. Et c'est une façon de faire peur. Le problème, c'est qu'ils ont en face d'eux des armes nucléaires qui sont plus que tactiques, puisqu'elles touchent le monde entier, avec ces fameux missiles hypersoniques, et que si les Américains jouaient cette carte qui est complètement de l'esbrouf, ils finiraient par être frappés dans leur territoire. Et le fameux missile avant-garde, qui sont hypersoniques, qui ont une rapidité de frappe impossible à intercepter, ni même à anticiper, font que l'équilibre nucléaire est complètement rétabli. Mais par contre, une chose est certaine, c'est qu'on nous fait de l'esbrouf, et maintenant je vais démontrer par A plus B à quel point c'est ridicule. L'Union soviétique, finissante, vieillissante, sur la fin de parcours, avec 10 ans de guerre en Afghanistan, l'Union soviétique n'a jamais utilisé d'armes nucléaires en Afghanistan. Et pour autant, il y avait les Stinger qui faisaient tomber quasiment quotidiennement des hélicoptères, et ils n'ont pas utilisé cette arme-là alors qu'ils auraient pu, puisqu'ils n'avaient plus moyen de tenir une guerre. Et de frapper à beaucoup Kaboul, par exemple, et en finir avec la résistance afghane, ils ne l'ont pas fait. L'Union soviétique n'est plus. En revanche, la Russie a toujours existé et continue à exister, et n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Puissante sur le plan, évidemment, militaire. Ils ont inventé les armes qu'ils n'avaient pas à l'époque et qui sont de haute qualité, on le sait, avec tous les systèmes de défense anti-missiles, avec les missiles longue portée, avec les missiles hypersoniques, et avec une armada nucléaire considérable. C'est la première puissance nucléaire mondiale. Puissance sur le plan monétaire, puisqu'on a essayé de les sanctionner. Ils n'ont jamais autant engrangé d'argent, presque 170 milliards de dollars en 6 mois, plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière sur une année complète. Et puissante sur le plan de la relation géopolitique. C'est-à-dire que les Russes, aujourd'hui, donnent le là. Ont un discours qui plaît au reste du monde parce que c'est un discours anticolonialiste. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours aussi anticolonialiste qui rappelle les crimes coloniaux, qui rappelle la domination du dollar et la domination de l'Occident, qui rappelle le malheur que les Occidentaux ont produit dans plusieurs régions d'Afrique et d'Asie, mais surtout d'Afrique et du Moyen-Orient. Et tout cela fait qu'ils ont 3 cartes considérables entre les mains. Une carte géopolitique qui leur donne une véritable aura de sympathie pour le reste du monde, jusqu'au Brésil d'ailleurs, il faut le rappeler. Une carte militaire qui est à discuter aujourd'hui. Personne ne peut prétendre que la Russie n'est pas la première puissance militaire en termes de capacité offensive. Et évidemment, une carte financière, puisqu'ils ont fait littéralement exploser les cours du gaz et du pétrole. Et ils ont imposé, et c'est là où c'est un coup de maître extraordinaire qui, lui, m'a le plus impressionné depuis le début de cette guerre, ils ont imposé le rouble comme une monnaie de référence obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait du rouble une monnaie dont on dit qu'elle est une monnaie internationale, simplement, une devise. Et ça, c'est très, très fort parce qu'évidemment, ils ont complètement contrebalancé le rapport au dollar. Et la dernière chose aussi, c'est de faire croire qu'ils voudraient utiliser l'arme atomique, alors que le conventionnel lui suffit largement. Et pour répondre à l'autre question importante qui a été évoquée au début de l'émission, est-ce qu'ils ont perdu une guerre? Alors, ce n'est pas une guerre qu'ils ont perdue, mais une bataille. Oui, les Russes ont, de façon un peu négligente, d'ailleurs, il faut le rappeler, puisqu'il y a un général qui a été limogé, ont laissé la possibilité aux Ukrainiens de faire une offensive. C'est la première en 6 mois, quand même, il faut le rappeler. Et cette offensive a coûté extrêmement cher aux Ukrainiens en hommes et en matériel. C'est une sorte de victoire à la Pyrrhus, où ils ont pris quelques petits villages. Il y a une bataille autour de la ville d'Izium, mais en vérité, c'est une victoire à la Pyrrhus parce que ça a coûté extrêmement cher aux Ukrainiens. Donc quand on parle d'une petite bataille qui va être évidemment, et j'ai aucun doute là-dessus, largement contrebalancée par une offensive russe, une contre-offensive, ça coûtera encore plus cher. Et moi, je pense que là, réellement, je le dis régulièrement dans les médias, j'ai une pensée pour le peuple ukrainien, qui est d'ailleurs d'origine russe ou pas, qui subit une guerre qu'il n'a pas demandé,
qu'il ne lui était pas nécessaire de supporter cette espèce de bêtise du dirigeant ukrainien qui est un menteur pathologique et qui ne veut pas négocier en faisant mourir jusqu'au dernier soldat ukrainien. Ça a été répété régulièrement. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est pas parce qu'ils prétendent avoir gagné une petite bataille sur les terres qui sont quasiment inhabité, hein, le territoire qu'ils ont récupéré, et stratégiquement ne sert pas à grand-chose, que la Russie est inquiète. Elle n'est pas du tout inquiétée, en aucun cas. Ils voulaient libérer le Donbass, et ils ont quasiment libéré toutes les régions du Donbass de la mainmise du pouvoir central ukrainien. Ils ont le sud. Moi, j'ai vu des défaites beaucoup moins amères. En vérité, l'Ukraine ne fait que des coups d'esbrouf pour remonter le moral de ses troupes et de sa population, et pour dire aux Occidentaux, regardez, nous nous battons et ça marche. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs. J'ai eu un débat récemment avec un politique du Modem, un débat assez lunaire, au cours duquel il était content de m'expliquer que les Ukrainiens savaient se battaient jusqu'à la mort, et que c'est parce qu'ils se battent jusqu'à la mort qu'on leur donne des armes. C'était très inquiétant d'entendre ça. Ça signifie que la vie ukrainienne ne compte pas pour ceux qui donnent des armes. Ce qui les intéresse, c'est l'argent généré par ces armes. Et aujourd'hui, on est là-dessus. Alors évidemment, malheureusement pour les Ukrainiens, la guerre va durer, elle va durer un certain temps, elle finira par être perdue parce qu'ils ne peuvent pas battre la Russie, c'est une certitude, et ils risquent de perdre beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. C'est à peu près le schéma sombre qui arrive, et ces victoires à la Pyrrhus présentées par Zelensky ne sont que des propagandes pour continuer à pousser l'Occident à les soutenir militairement. Gamal Abina, merci pour tous ces éclairages. Alors, Mourad Elatab, je me retourne vers vous. Comment comprendre justement, est-ce qu'il est possible de comprendre cette victoire entre guillemets, alors que certains analystes continuent à penser d'ailleurs que l'Ukraine ou alors les États-Unis et tous leurs alliés sont comme, depuis le début de cette crise ukrainienne, sont comme dans une situation de l'arroseur arrosé, et donc ils ont eux-mêmes d'une certaine façon creusé leur propre tombe. Alors comment comprendre cela précisément dans le contexte de vous qui pensez notamment que Vladimir Poutine est ou alors est le nouveau De Gaulle? Mourad Elatab, est-ce que vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît? On ne vous entend pas. Voilà, je réactive le son. Vous m'entendez? Parfaitement, allez-y à présent. Voilà. Il y a un point qui est extrêmement important qui mérite d'être rappelé quand même, c'est que les Nations Unies se sont félicitées que les Russes soient intervenus pour bloquer une troupe mercenaire d'Ukrainiens qui allait faire sauter la centrale nucléaire. C'est quand même un point extrêmement important, reconnu par la communauté internationale et que les médias français volontairement singent d'oublier. Premier point. Deuxième point, comme le rappelle Gamel, si ils étaient si prompts au combat, surtout M. Zelensky, il n'enverrait pas ses parents vivre dans une villa de 12 millions de dollars en Israël. On ne vous entend pas très bien, Mourad Elatab, malheureusement, quelques soucis de connexion. J'espère que la connexion sera rétablie sous peu. En attendant, j'aimerais revenir avec vous, Luc Michel, sur, puisqu'on parlait, on évoque justement ce conflit ukrainien à l'heure actuelle, avec les avancées actuelles. Cependant, j'aimerais qu'on revienne en tant soit peu, une fois de plus, sur l'origine même ou bien la genèse, pour que nos téléspectateurs comprennent davantage. Alors, certains analystes, Luc Michel, j'aimerais savoir si vous pensez la même chose, pense que le conflit ukrainien, qui est communément et abusivement d'ailleurs présenté comme une agression russe, n'est que la mise en application de la résolution 2202 du Conseil de sécurité du 17 février 2015. Eh bien, selon cette résolution, si la France et l'Allemagne n'ont pas tenu dans leurs engagements lors de l'accord de Minsk II, la Russie s'est préparée durant 7 ans à la confrontation actuelle. Alors, est-ce que c'est possible justement que ce conflit qu'on voit aujourd'hui et qu'on peut regarder avec des yeux naïfs, est-ce qu'il est possible justement que ce conflit ait été préparé depuis plus de 7 ans par la Russie? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Je voudrais, avant de vous répondre, revenir sur la déclaration de Joe Biden. Il y a 48 heures, Poutine a mis en garde les Américains contre la fourniture de missiles balistiques à longue portée à l'Ukraine.
qui vise à pouvoir frapper le territoire russe. C'est donc Joe Biden qui est l'agresseur et Poutine qui l'a mise en garde. Toutes les déclarations de Joe Biden sur une soi-disant frappe nucléaire de la Russie ne sont qu'une accusation inversée. C'est maintenant, il faut dire une chose, c'est que moi, je connais bien le dossier ukrainien parce que je suis impliqué depuis 2014. J'ai notamment organisé le monitoring du référendum de Crimée de retour à la Russie et j'ai participé à l'autre proclamation des républiques de Donetsk et de Lugansk. Depuis 2014, ce sont les Américains qui sont les agresseurs en ayant organisé un coup d'État néo-nazi en Ukraine, à Kiev, et a mise en place de l'arrivée au pouvoir de la junte de Kiev. Depuis 2014, ce sont l'OTAN qui sont les agresseurs de la Russie. C'est cela qu'il faut retenir évidemment. Les accords de Minsk, c'est qu'une tentative de pacification de la Russie qui a été refusée par l'OTAN et par Kiev. Qu'est-ce que c'était Minsk? C'était la tentative par la Russie d'organiser une pacification et une autodétermination des républiques de Donetsk et de Lugansk, mais dans le cadre de l'État ukrainien. Ceux-ci ont refusé cela avec l'accord de Berlin, de Paris et de Londres. C'est eux qui, évidemment, ont organisé l'agression de Kiev contre Donetsk et Lugansk. Cette pacification n'a pas marché et aujourd'hui, on est devant une indépendance de facto reconnue par Moscou de Donetsk et de Lugansk. Bien entendu, il faut donc comprendre que Kiev agresse depuis 2014 les russophones d'Ukraine et ils mènent sous prétexte non pas d'une opération spéciale russe, mais sous prétexte d'une opération antiterroriste menée contre les populations russophones du Donbass. Ce sont les Ukrainiens, la junte de Kiev, qui organisent leur agression dans le cadre de cette opération. La Russie est donc l'agressée, les populations du Donbass sont les agressées. Il faut donc arrêter de présenter la Russie comme l'agresseur. La Russie répond à une agression de Kiev et de l'OTAN. Pour cette précision, je tente de revenir vers Mourad El-Hattab. J'espère que cette fois la connexion est rétablie. Alors, Mourad El-Hattab, Joe Biden, oui. Le président. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ah d'accord, voilà. Alors, je vous posais la question qui était d'une certaine façon en relation avec votre livre d'ailleurs, le Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, parce que d'une certaine façon, des analystes affirment que l'objectif clé, l'objectif principal même du Kremlin en Ukraine reste la libération de tout le territoire du Donbass. C'est bien vous qui semblez bien connaître Vladimir Poutine. Lorsque vous dites qu'il est le nouveau De Gaulle, dans le cadre de cet objectif précisément-là, est-ce que vous pensez que cet objectif est avéré, c'est-à-dire libérer tout le territoire du Donbass? En tout cas, ce qui est sûr, depuis effectivement la sortie de cet ouvrage, c'est que Vladimir Poutine protège, comme l'a rappelé si bien Luc Michel, des personnes qui sont agressées du fait de leur russophonie. Et les dirigeants de Kiev n'ont jamais caché leur haine à l'endroit de ces régions. Pour preuve, les déclarations de l'ex-président ukrainien qui a dit tout récemment que les enfants ukrainiens iront dans les écoles et les enfants du Donbass dans les caves. Donc on ne peut pas dire mieux et plus explicite. C'est dommage d'ailleurs que ces formulations ne sont pas reprises par les médias mainstream. Et je tiens à rappeler, je ne sais pas si ça a été entendu tout à l'heure, les ont félicité et remercié les Russes intervenus dans le nucléaire. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. C'est qu'en réalité, il y a des provocations permanentes causées par le régime nazi
de Zelensky, puisqu'on a pu approuver les accointances entre ce cher monsieur et les troupes d'Azov. Mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine nous avons véritablement du mal à vous suivre, Mourad El Hattab, bien que vous nous écoutiez peut-être parfaitement. Nous n'arrivons pas à voir votre retour de façon très audible. Espérons que nous puissions vous avoir à nouveau tout à l'heure pour sortir de ce sujet. Alors, une dernière question, chers messieurs, pour tout le monde d'ailleurs, pour sortir de ce sujet et passer à la seconde thématique. Je vais commencer par vous, Gamal Abina, une question qui n'est pas très directement liée à ce sujet sur le conflit ukrainien. Alors, à la question posée à Moscou et Pékin, notamment s'ils ont l'intention de gouverner le monde, entre guillemets, eh bien, le porte-parole du Kremlin, dont la personne de... Comment il s'appelle encore? Le porte-parole du Kremlin, j'oublie son nom, Dimitri Peskov, voilà. Dimitri Peskov, dont le porte-parole du Kremlin, a dit, eh bien, que l'idée de gouverner le monde n'est pas l'idée qu'ont en tête notamment la Chine et la Russie, parce qu'il y a d'autres pays qui ont cette propension-là. Alors, je vous pose juste cette question comme ça, Gamal Abina, entre guillemets. Selon vous, quels sont ces autres pays qui ont cette propension à vouloir absolument gouverner le monde à l'heure actuelle, malgré la mise en route du monde multipolaire? Gamal Abina, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, donc, là, je disais, les États-Unis sont évidemment le fameux gendarme du monde, ceux qui voulaient gouverner, ceux qui voulaient donner le là, ceux qui arrivent toujours en fin de course pour les guerres et qui ramassent la mise, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait cette proportion. Il y avait aussi les Allemands à l'époque. Il faut se rappeler quand même que l'Allemagne, qu'elle soit le premier empire, second, surtout le troisième empire allemand, le Troisième Reich, avait cette intention. Et puis il y a d'autres pays concurrents qui aimeraient émerger. Bon, on voit bien que le Brésil aimerait émerger. On voit bien que la Chine, malgré tout, se positionne comme un émergent, mais pas en matière de domination mondiale. L'obsession de la domination mondiale est plutôt occidentale en règle générale, puisque c'est eux qui sont sortis de leur terre très rapidement, de leur mer, et qui ont conquis le monde et qui ont cru pouvoir le posséder de façon éternelle. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors évidemment, avec la chute de l'Union soviétique, on avait le sentiment qu'il y avait un monde unipolaire. Il faut quand même se rappeler que la chute de l'Union soviétique, ça a été la chute de beaucoup de pays qu'on a fait sombrer volontairement. J'en veux pour preuve évidemment la Yougoslavie, j'en veux pour preuve évidemment la Roumanie. Tous les pays qui étaient plus ou moins du bloc de l'Est et qui ne voulaient pas sortir du modèle économique qui était plutôt planificateur, dirigiste soviétique, eh bien, ont été balayés de la carte. Ils ont même essayé de faire tomber la Chine avec cette fameuse histoire de Tiananmen et Cuba. Donc tous les pays qui étaient plutôt favorables à ce modèle économique ont été balayés par la pression américaine qui a tout fait pour les déstabiliser. Après, les Américains, pendant 30 ans, ont fait la guerre à tout le monde. Donc ça a été catastrophique. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que la Russie et la Chine disent non, c'est fini, le monde unipolaire, hyperpuissance américaine, comme l'appelait Védrine, l'hyperpuissance américaine s'arrête là. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont voix à la parole, qui ont les moyens de leurs prétentions, qui ont les moyens économiques, politiques, humains, matériels. Je veux dire quand même se rappeler que ce soit la Russie, Chine, Inde, puisque l'Inde commence à changer de position. L'Inde qui était très suiviste pour les États-Unis a pris des positions singulières ces derniers mois, qui étaient très surprenantes d'ailleurs. Eh bien, ces pays-là représentent en gros la moitié de la planète en termes de quantité humaine. Et ces pays ne peuvent pas et n'ont pas vocation à suivre le diktat des États-Unis, la Pax Americana imposée par les bombes. C'est la raison pour laquelle ce discours est développé. C'est pas un discours dominant parce que les Chinois, traditionnellement, n'avaient jamais eu de vocation à diriger le monde. L'empire du milieu restait dans ses frontières. Que l'empire russe restait avec sa zone d'influence. Il ne voulait pas conquérir le monde. C'est pas du tout une vision impérialiste qu'avaient développé ces États. Alors que l'Occident, lui, en revanche, a développé une vision impérialiste assez inquiétante et qu'il y a eu un stop le 24 février, puisque lorsque Poutine, la veille d'ailleurs, fait une déclaration à son ministre des Armées, lui expliquait qu'il reconnaissait l'indépendance de deux républiques et qu'il remettait en cause la progression et la violente progression de l'OTAN sur ses frontières. Puis j'ai envie de dire simplement, comment peut-on inverser à ce point les choses ? L'OSCE avait parrainé, la France, l'Angleterre et puis plus ou moins le reste de l'Europe, l'OSCE avait parrainé ces accords de Minsk qui devaient conduire à une stabilisation de l'Ukraine, à une intégrité de l'Ukraine sous forme d'État fédéré.
C'est ce qui a été proposé. Les Occidentaux ont une signature qui ne vaut pas grand-chose, je l'ai déjà répété, on ne peut pas leur faire confiance. On se rappelle de l'accord avec l'Iran, que les États-Unis n'ont pas respecté. Eh bien là, c'est pareil. S'ils avaient respecté ces accords, il n'y aurait pas eu de guerre. Sauf que pendant des années, on a continué à bombarder la région cette fameuse région du Donbass. Pendant des années, des forces paramilitaires néo-nazis revendiquées étaient à la manœuvre et ça choquait personne, étrangement. Alors quand même, le nazisme, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Et pour finir, surtout, pendant des années, les Russes ont attendu patiemment tout de même que l'OTAN arrête ces manœuvres grossières où ils commencent à former les militaires ukrainiens pour placer clairement l'Ukraine sous le giron de l'OTAN, tout comme les pays de l'Est sous les autres pays de l'Est. Et ils se sont dit, mais c'est incroyable, on a fait la paix et ils continuent à nous menacer avec leurs missiles, avec leurs troupes, avec leurs inféodés. Donc il est logique qu'un jour les Russes finissent par taper du poing sur la table. Parce qu'on leur apporte à chaque fois de la menace physique avec des armées quand eux étaient d'accord jusqu'en 2007 pour faire la paix, qui pratiquement intégrait l'OTAN, c'est ce que disaient les Russes à l'époque. Donc c'est normal que les Russes réagissent comme ça, c'est normal que les Chinois leur emboîtent le pas, puisqu'ils viennent de faire une déclaration de solidarité assez extraordinaire il y a 2 jours, et sans ambiguïté, les Chinois disent que les Russes ont raison de se défendre de l'OTAN, ce qui est quand même pas mal, et que pour finir, pourquoi ces pays continueraient à subir le diktat américain d'une puissance qui est sur le déclin, parce que quoi qu'il arrive, l'Amérique est sur le déclin, et qui voudrait par la force maintenir sa domination mondiale. Eh bien, ces pays ont dit non, et ce qui est la plus grande surprise à mon sens, le vrai tremblement géopolitique et géostratégique, c'est que la plupart des pays de la planète, dits du Sud, des non-alignés en passant par les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, la plupart des pays, donc les 80% de la planète, a dit nous sommes d'accord avec l'idée russe qu'il faut un monde multipolaire, ou au moins un retour de rééquilibrage des forces. Et cela est une chose qui n'est pas anodine. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, change très vite d'ailleurs. On se rend compte avec les rapports de force géopolitiques, mais surtout l'énergétique, où l'Europe se trouve complètement dominée par les fournisseurs d'énergie. C'est encore plus fort qu'en 1973 avec la crise de l'OPEP. Eh bien, aujourd'hui, on peut penser que ce monde qui est en train de changer et que les Russes ont apporté ce tremblement de terre, ce monde finira par peut-être accoucher sur quelque chose un peu plus sain, un peu plus équilibré. On parlait beaucoup de guerre froide, mais au moins avec les guerres froides, il y avait quand même de la paix, alors que depuis qu'il y a la paix froide, c'est la guerre partout. Donc je pense qu'il y aura peut-être un changement stratégique radical et que pour une fois, on va entendre les peuples du Sud qui en ont peut-être eu assez d'être dominés, écrasés et humiliés. Et les Russes ont, en cela, changé la donne. D'accord, merci à vous, Gamal Labina. Alors, sur cette question, toujours, j'aimerais également évoquer un côté un tout petit peu paradoxal, hein, selon certains avec vous, Fabrice Beyor, parce qu'on a d'un côté quand même un monde unipolaire qui s'est dressé depuis plusieurs années maintenant, mais on a de l'autre côté également 2 pays qui espèrent justement faire le contrepoids face à ce monde multipolaire-là, notamment, face à ce monde unipolaire, pardon, notamment la Russie et la Chine. Est-ce que 2 pays seulement tentaient de faire le contrepoids avec le monde unipolaire qui s'est jusqu'à présent dressé? Est-ce que ce n'est pas quelque part paradoxal, Fabrice Beyor? Parce que pour qu'on ait finalement un monde multipolaire, il ne faudrait pas que ce soit seulement la Russie et la Chine qui soient les auteurs de ce monde multipolaire-là, mais que ce soit justement plusieurs pays. Parce qu'on sait que le président Vladimir Poutine et le président Xi Jinping se sont rencontrés, notamment jeudi et vendredi, lors d'un sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai qui s'est tenu en Ouzbékistan. Et justement, les 2 présidents ont fustigé l'attitude occidentale qui est fustigée depuis plusieurs années maintenant. Alors Fabrice Beyor, est-ce que quelque part la Russie et la Chine finalement ne devraient pas tenter d'intégrer l'ensemble des pays du monde, en dehors bien sûr des pays occidentaux, hein, qui tentent toujours de maintenir leur monde unipolaire pour espérer justement mettre évidemment en route ce monde multipolaire? 2 choses. Votre question sous-entend ce qu'on peut des fois entendre sur les médias, comme quoi après l'impérialisme occidental, il y aurait l'impérialisme chinois et l'impérialisme russe. Ça a été rappelé à l'instant qu'il n'y a pas de tradition impérialiste de ces 2 pays. La Chine, à l'heure actuelle, après sa période, on va dire, d'industrialisation, a commencé effectivement depuis quelques années à enfin prendre ses responsabilités au niveau international, avec le gros soulagement de la Russie qui l'incitait à le faire depuis un certain temps. Mais la Chine, sa volonté à l'heure actuelle, c'est
économiquement, effectivement, d'intégrer sa sphère d'influence, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Ça ne va pas plus loin que ça. Après, il y a des questions monétaires, économiques, tout cela s'entend. Mais je vous rappelle encore la philosophie de l'intervention de la Russie depuis son retour sur la scène internationale, dont on peut qualifier véritablement, on va dire, son changement de politique ouverte à partir de justement ce qui s'est passé, le coup d'État du Maïdan en 2014, puisque vous vous rappelez qu'à la suite, la Russie en 2015 est intervenue en Syrie. Je vous rappellerai cette phrase que disait Sergei Lavrov, comme toutes les autorités, jusqu'au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, que la Russie était là en soutien, mais ne faisait pas la guerre à la place de l'armée arabe syrienne, qu'elle était en soutien et qu'évidemment, ce n'était pas elle qui allait porter la solution, mais qu'elle était en soutien justement à un équilibre qu'il fallait rétablir et ensuite l'élimination du terrorisme. Sur l'Afrique, je vous rappellerai également au forum de Sochi que Vladimir Poutine avait indiqué, et toujours Sergei Lavrov, puisqu'il faut écouter ces deux personnages, puisque c'est de là d'où viennent les positions de la Russie que vous devez retenir, c'est au problème africain, solution africaine. Donc il n'y a pas de volonté de contrôle, de remplacer le pouvoir de Washington, de Londres, de Paris, de Madrid, etc., en Afrique, en Amérique centrale, où vous voulez. Ce n'est absolument pas cette volonté. Et justement, Moscou attend des autres pays qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils savent, à tout le moins, de se mettre dans une position de neutralité bienveillante à l'égard des États qui ont le courage ou qui ont dû prendre cette décision par nécessité de s'opposer frontalement, en réalité, à l'OTAN, puisque aujourd'hui c'est la Russie qui est sur le front, mais les premières sanctions contre la Chine commencent aussi, en particulier sur tout ce qui est semi-conducteurs, en partie, parce que c'est encore une question compliquée. Mais donc nous sommes dans une situation au sein du cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai dont vous avez rappelé la réunion. Vous avez donc non seulement le pays fondateur qui a été la Chine, rejoint rapidement par la Russie, mais également les pays de l'Asie centrale, des pays qui pourtant, lorsque vous regardez tout récemment, et qui le sont encore, mais qui ont l'intelligence de savoir mettre leurs intérêts en premier, c'est que vous avez des pays qui pourtant s'opposent. Vous avez la Chine et l'Inde qui s'opposent en partie, vous avez le Pakistan et l'Inde qui pourtant ne s'aiment pas trop. Et bien, ils se retrouvent dedans. Vous avez également, en tant qu'observateur, la Turquie qui joue sur les deux tableaux, mais il n'empêche qu'elle est quand même là. Donc vous avez une volonté véritablement d'ouverture, et plus simplement, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est pas l'OTAN, hein. Faut pas confondre, ce n'est pas sa volonté, mais c'est aujourd'hui, on pourrait dire presque qu'elle commence à suivre une voie d'une ONU un peu bis. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de cette organisation où vous pouvez trouver, où on trouve souvent des solutions entre les bisbilles, on va dire, entre États, comme en ce moment entre le Tadjikistan et c'est pas l'Ouzbékistan, je ne me rappelle plus du souci actuel qu'il y a effectivement en Asie centrale. Mais vous avez cette organisation qui est ouverte à tout le monde et qui, je pense, va s'élargir au-delà de l'Asie centrale. Et c'est en tout cas la volonté non seulement de Moscou, mais je pense que même la Chine est intéressée par la chose. Et pour revenir à l'Afrique, puisque nous sommes sur Afrique Média, la Russie, le retour de la Russie en Afrique, puisque la Russie en Afrique, ça date de l'URSS, je vous rappelle quand même, pour le soutien aux luttes de libération. Vous avez cette politique qui est de chercher des partenaires. Alors évidemment qu'il y a des intérêts économiques, évidemment qu'il y a des intérêts géopolitiques, mais c'est tout à fait normal. Si cela vous profite, il n'est pas du tout anormal que vous fassiez un deal avec le pays qui vous le propose, qui vous permet de vous extraire de cet justement rapport unilatéral que vous avez jusqu'à présent avec l'ex-puissance coloniale. C'est ce que propose effectivement la Russie. La Russie ne s'impose pas militairement dans un pays qui ne le veut pas. Elle n'invente pas, elle ne soutient pas des groupes terroristes pour justifier l'envoi via les casques bleus ou directement d'une puissance militaire qui ne repartira pas et qui, avec après les manipulations, les ONG diverses et variées, le NID, l'USAID et tous les ONG de Soros, faire des coups d'État pour mettre en place des gentils
dirigeants qui, cette fois-ci, ne bougeront absolument plus, qui n'auront absolument plus même la volonté, même l'idée de pouvoir penser à l'intérêt de leur pays. Donc nous sommes véritablement dans une dynamique qui ne sera pas pacifique, comme l'a rappelé Gamal, parce que je dirais pas l'Empire, parce que l'Empire, en fait, c'est la troisième Rome. Les États-Unis, c'est Carthage, en réalité. C'est l'Empire commercial, colonial, qui fait de la rapine. Et donc, vous avez cette situation aujourd'hui où un monde finissant, le bloc occidental, ne voulant pas dépérir, fait tout pour garder la première place. Les guerres ont toujours profité aux États-Unis jusqu'à présent, donc ils n'ont pas peur de la mener, surtout lorsqu'elle n'est pas sur son territoire. Et nous voyons aujourd'hui l'Europe qui sort de l'histoire, qui se suicide en direct au bénéfice des États-Unis. Mais ce n'est pas non plus la volonté de la Russie, ce n'est pas non plus la volonté de la Chine en réalité. Lorsque vous avez, j'en arrive sur ma conclusion, lorsque vous avez un journaliste dans le Global Times, donc c'est le journal en anglais, on va dire presque du pouvoir chinois, même un peu plus radical entre parenthèses, et qui dit qui répondait à je ne sais plus quel politicien européen qui disait que cette alliance était une alliance anti-occidentale, mais répondait, mais vous n'êtes pas le centre du monde. On peut discuter avec des amis sans s'opposer à vous, on n'est ni pour ni contre. L'amour et la haine, c'est des choses qui n'existent pas en géopolitique. Et donc, pour des esprits raisonnés et raisonnables. Mais il répondait que avec une expression qui indiquait qu'ils étaient loin de tout cela et qu'il suffisait simplement de dialoguer d'égal à égal pour résoudre les problèmes et les conflits d'intérêts qui existent, bien évidemment. Donc pour répondre à votre question, conclure, puisque c'est une question à différents tiroirs et j'ai envie d'aller un peu partout, mais il faut que je me cadre, donc je vais répondre et conclure sur votre question. Non, la Russie n'a pas de volonté impérialiste, la Chine non plus, c'est simplement de par la puissance économique de ces pays, effectivement, d'avoir une influence sur leur environnement, mais ça ne veut pas dire de décider pour tout comme si c'était des colonies, comme le font aujourd'hui les États-Unis. Non, c'est une volonté véritablement d'ouverture et la Russie a toujours cherché des partenaires internationaux. Jusqu'à présent, la Chine était en retrait. Depuis quelques années, elle ressort. La Russie, effectivement, est intéressée par ça. Et je vous rappelle que c'est la Russie qui fait le forcing pour intégrer, qui a fait le forcing, puisque maintenant on peut parler au passé, qui a fait le forcing pour intégrer l'Iran et le Bélarus, qui sont sur le chemin de l'intégration, et certainement d'autres pays. Donc, on voit qu'il y a une forme de dynamisme, et ces pays sont pour le multilatéralisme, c'est-à-dire les accords entre États, dans le cadre d'organisations où on dialogue, pour trouver des solutions de compromis. C'est cela, la dynamisme aujourd'hui de l'OCS, qui va au-delà de l'Eurasie, au-delà donc de l'objectif principal au tout début de cette organisation, et qui va certainement s'élargir. Et on le voit bien d'une autre manière avec le président mexicain, qui est certainement pas un révolutionnaire, et qui avait dit dès le début d'ailleurs de cette opération militaire spéciale en Ukraine, lorsqu'on appelait même le Mexique à soutenir l'Ukraine, il avait dit mais on voit très bien ce que c'est. Les États-Unis, le bloc occidental fournit les armes et les Ukrainiens fournissent les cadavres. Et c'est une politique aujourd'hui que beaucoup de pays dans le monde ne veulent plus. En cela, il faut que l'OCS se renforce, il faut qu'elle ait une voix. Et évidemment, les principales voix qu'on entend aujourd'hui dans l'OCS, c'est quand même Moscou et Pékin, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont omnipotentes, elles sont prédominantes. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais croyez-moi, à Moscou comme à Pékin, on rêve de voir des pays d'Amérique latine se détacher du bloc occidental. Là, je parle du Chili, je parle du Brésil, évidemment. Mais ça, c'est au peuple aussi. Sachez qu'il ne faut pas demander à la Russie de faire la révolution chez soi. La Russie ne porte pas sur les épaules le sort du monde. Elle essaye d'abord de se défendre, elle essaye de trouver des alliés pour, dans un cadre multilatéral, retrouver un nouvel équilibre pour éviter effectivement ce pouvoir qui écrase. La Russie ne pourra pas le faire tout seul pour l'instant en Ukraine et elle réussira en Ukraine. Mais c'est un combat géopolitique mondial à différents niveaux, économiques, financiers, industriels. Il y a vraiment beaucoup d'éléments que la Russie ne peut pas et ne pourra pas faire tout seul. C'est en cela que
aux gens qui critiquent, et c'est vraiment ma conclusion, aux gens généralement qui critiquent d'une manière, en répétant un peu le discours occidental, que ces pays, donc la Chine et la Russie, veulent simplement remplacer les anciennes puissances, donc les États-Unis, la France, tout ce qu'on veut, c'est une erreur. Il faut d'abord se demander ce que moi je peux faire pour mon pays, et après, où sont mes alliés? Ben, les alliés, vous les connaissez. Vous avez la Russie qui a enclenché la fin, le stop international à cet impérialisme américano-occidental. Maintenant, c'est aux autres peuples et aux autres chefs d'État, évidemment, de franchir le pas. Et c'est en cela que le néo-eurasisme, comme le néo-panafricanisme, qui est une forme de géopolitique appliquée à destination des élites et des outils pratiques, j'espère que ceux-ci, évidemment, pourront s'allier dans cet axe Eurasie-Afrique, mais dans du concret. C'est le concret maintenant dans lequel on est. Vous savez, les Russes, c'est une civilisation d'actes et pas de paroles. Ce qui compte pour eux, c'est ce que vous faites, pas ce que vous dites. La Russie est en train de démontrer qu'elle fait ce qu'elle dit, et elle dit ce qu'elle fera. Aux autres également de prendre la responsabilité mondiale face à la situation. Je vous remercie, Fabrice Beyer. Merci pour toutes ces analyses et surtout pour votre conclusion. Alors, très rapidement, on va sortir avec vous, Mourad Elatab, et avec vous, Luc Michel, également, sur ces thématiques concernant le conflit ukrainien à l'heure actuelle. Je vais commencer alors très rapidement avec vous, Luc Michel. Luc Michel, selon vous, quel est, vous qui maîtrisez si bien la guerre en Ukraine, quel est l'objectif ultime, finalement, de la Russie dans ce conflit ukrainien? Je pose la question en parlant de l'objectif ultime parce qu'on sait que quelque part, selon les experts, eh bien, l'un des objectifs principaux, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, de Vladimir Poutine dans ce conflit reste la libération de tout le territoire du Donbass. Écoutez, Poutine a 3 objectifs en Ukraine. Tout d'abord, il y a l'objectif militaire purement ukrainien. Ce n'est pas seulement libérer le Donbass, c'est libérer la Novorossia, c'est-à-dire toutes les terres qui étaient russes avant 1917, avant d'être inclus dans l'Ukraine, ce qui concerne aussi Kharkov et Odessa. Mais je voudrais surtout vous dire que je ne partage pas la comparaison entre De Gaulle et Poutine et qu'elle me choque profondément. Comparer Poutine, le libérateur des peuples, en particulier en Afrique, au néocolonialisme de Gaulle, c'est insultant pour Poutine. Comparer Poutine à De Gaulle, c'est une thématique franchouillarde issue de l'extrême droite française. Elle est partagée par des ordures, excusez-moi du terme, comme Le Pen et Zemmour, qui sont des impérialistes français. De Gaulle, en réalité, a volé les indépendances africaines en 1960 en créant la France-Afrique avec son âme damnée Focard, et en particulier De Gaulle est resté membre de l'alliance militaire de Gaulle, de l'OTAN. Il a soutenu les Américains dans la crise de Cuba en 1962 et il a fourni l'arme atomique à Israël. De Gaulle, c'est une ordure géopolitique et ce sont les partisans de l'impérialisme français comme Zemmour, comme Le Pen, etc., qui comparent Poutine, le libérateur des peuples, à De Gaulle. Il ne faut donc absolument pas venir sur ce terrain. Ce que visaient les véritables objectifs de Poutine en Ukraine, c'est mettre un terme au nouvel ordre mondial américain et à la globalisation américaine, ce qui est en route actuellement. Et évidemment, De Gaulle a été tout sauf ça. Aujourd'hui, la France est une puissance géopolitique en déchéance, en déclassement, comme on dit, comme le dit un fameux livre qui est sorti en France au début de l'année 2022. Et ça n'a rien du tout à voir avec le projet géopolitique de Poutine et de la Russie. Tous vos éclairages sur ce sujet. Et bien, chers messieurs, sans transition, nous allons passer à la seconde thématique de cette matinée. C'est bien sûr l'affaire des 46 mercenaires
donc au Mali. Est-ce qu'on s'achemine vers une crise diplomatique entre Bamako et Abidjan? On en parle tout de suite avec vous, chers invités. Et très rapidement, je commence avec vous, Gamal Abina. On sait que le gouvernement malien n'entend pas accepter donc que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se mêle donc de l'affaire des 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako. Dans un communiqué faisant suite à la sortie des autorités ivoiriennes, eh bien, le gouvernement malien a rappelé, je cite, que l'affaire des militaires ivoiriens concerne strictement le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Gamal Abina, c'est selon vous, à quoi rime déjà, avant d'entrer même de plein pied dans le vif du sujet, à quoi rime ou à quoi rimerait, selon vous, la saisie justement de la commission de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes dans cette affaire? C'est une façon d'essayer de globaliser la problématique qui s'est posée. Ces fameux militaires ont été envoyés de façon illégale, on le sait aujourd'hui, puisque ça devient documenté, ont été envoyés sur le territoire malien, donc des militaires d'une force étrangère qui vont sur le territoire, qui sont interceptés, qui sont faits prisonniers, pour lesquels il y a effectivement une enquête qui a été conduite. Et il semblerait qu'ils aient été envoyés là-bas sans mandat, sans ordre de mission, sans but défini et clair, avec semble-t-il, des fonctions dans la vie qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont réellement. Donc il y a tout un tas de nébuleuses comme ça autour des personnages qui ont été envoyés et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas très clairs, on pourra le comprendre très bien. Ils ont été envoyés au Mali et le gouvernement malien, à juste titre, quand il les a fait prisonniers, a accusé la partie adverse, donc le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, d'être peut-être à la manœuvre pour peut-être, qui sait, assassiner Assimi Goïta. Donc ça donne une confrontation directe entre un homme qui est soutenu, et plus que soutenu par la France, qui est donc Ado, le président ivoirien, qui est réellement pratiquement le bras armé français dans la région, hein, puisqu'il a été quasiment placé de force à la suite de l'éviction de son prédécesseur dans les conditions dramatiques qu'on connaît, parce qu'il se sentait beaucoup plus indépendantiste. Donc, et lorsqu'il arrive aux commandes, il arrive un petit peu comme une sorte de bon petit soldat français. Et de l'autre côté, le Mali, qui lui est en rupture avec la France, de façon évidente, jusqu'à virer les forces armées françaises. Ouais. Et donc, lorsque on voit un pays comme la Côte d'Ivoire qui envoie des soldats au Mali, on se pose des questions légitimes. Alors là, je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas exactement quelles sont les pièces qui ont été produites. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une radicalisation des positions de la Côte d'Ivoire qui n'ose pas être frontale, mais qui essaie de trouver une sorte de débouché, une sorte de soutien par rapport à la CEDEAO. Ils ont essayé d'abord les sanctions économiques, maintenant ils essaient de passer par des questions politiques et juridiques, mais ça n'écarte rien au fait qu'il ne peut pas expliquer pourquoi ces militaires sont sur place. Alors même les mandats de sécurité internationale qui ont été donnés dans cette région ne confirment pas la raison de la présence de ces gens-là. Ces hommes sont là, semble-t-il, ont été envoyés comme une sorte de troupe de mercenaires, avec un objectif qui n'est pas précis, mais on le saura plus tard. Et de l'autre côté, on a quand même une Côte d'Ivoire qui se défend très, très faiblement. Je trouve que les réponses produites par la Côte d'Ivoire, en termes de délégation, ne sont pas tellement convaincantes. Donc on peut se poser la question, et moi je suis plutôt partisan du fait qu'il faut qu'il y ait une enquête qui aille jusqu'à son terme, et que effectivement, si les ordres ont été donnés dans un but qui est illégal, à savoir déstabiliser ou assassiner la direction politique du Mali, eh bien qu'il y ait des conséquences qui soient ensuite présentées à l'ONU, par exemple, et qu'on reste sur le terrain juridique. Parce qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la division des peuples. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui n'est pas au diapason de son peuple, je parle donc de Alassane Ouattara, ne peut pas prétendre qu'il va interférer dans les affaires intérieures d'un autre pays, le Mali, qui reste jusqu'à présent un pays reconnu internationalement, avec des frontières indéfinies, et surtout avec le choix de son destin. Les Maliens n'ont pas à subir la dictature des étrangers. Donc c'est ce qui se pose aujourd'hui, et s'il fait appel à la CEDEAO, c'est pour essayer c'est une certaine façon, il essaie de se défausser de sa responsabilité. Mais la responsabilité lui revenir de toute façon, parce qu'il va falloir qu'il justifie de la présence des soldats qui n'avaient rien à faire dans la région. D'accord, merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette analyse. Okay. Alors, Luc Michel, dans cette affaire des 46, au Mali, dans cette affaire des 46 militaires ivoiriens arrêtés, eh bien, selon vous, comment comprendre la mise en garde du président Assimi Goïta à la CEDEAO? Et d'ailleurs, jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller, Assimi Goïta, si cette affaire prend la tournure qu'elle est en train de prendre, avec notamment la CEDEAO qui veut être impliquée à la suite, bien entendu, de la saisie par la Côte d'Ivoire? Écoutez, il faut comprendre que le conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une guerre par procuration, en réalité entre le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est. Il y a actuellement une contre-offensive américaine dans toute l'Afrique. Elle a deux volets.
Elle a trois volets en fait. Il y a un volet économique, c'est la nouvelle loi qui est édictée au Congrès des États-Unis qui vise à sanctionner les États africains et leur économie qui collaborent avec la Russie. Il y a un volet de révolution de couleur, c'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de réactiver dans toute l'Afrique les opposants. Jean Ping, par exemple, au Gabon, Maurice Kamto au Cameroun, Success Masra au Tchad ou encore Sonko au Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le Sénégal a retourné sa veste géopolitiquement à 180 degrés et le Sénégal est membre de l'Organisation des États producteurs de gaz aux côtés de la Russie et de l'Iran, c'est le principal allié de l'Iran dans le domaine du gaz. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière des forces spéciales américaines et françaises en Afrique de l'Ouest. Et donc, ils ont tenté un coup d'État contre les colonels maliens. Ils ont fait venir ces 42 mercenaires qui avaient des faux passeports. Sur les passeports, ils ont des professions comme cuisiniers ou ouvriers du bâtiment, c'est-à-dire ils ne sont pas du tout indiqués comme soldats. Et même l'Allemagne, qui est membre de l'OTAN et qui participe à l'assaut occidental sur l'Afrique, a refusé de marcher là-dedans. L'Allemagne, pour ne pas être impliquée, a déclaré qu'elle n'avait aucun lien avec ces mercenaires. C'est également finalement la position de la MINUSMA. Dès lors, évidemment, le colonel Goïta n'est pas décidé à se laisser faire. Il est en train de demander la fixation au Conseil de sécurité d'une réunion sur le soutien français au terrorisme et à la déstabilisation du Mali. Il faut savoir qu'actuellement, le Conseil de sécurité n'est plus présidé par la Chine, mais depuis quelques jours par les Français qui essayent de bloquer ces fixations. L'affaire des mercenaires, elle prend place dans ce cadre, évidemment, et le Mali n'est pas décidé à accepter une tentative de coup d'État via la Côte d'Ivoire des Français dans le pays. C'est cela qui se passe. Il va y avoir une crise diplomatique, non seulement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais entre la CEDEAO qui est aux mains de l'Union européenne et des Américains et le Mali. Dans cette affaire, évidemment, au départ, la Côte d'Ivoire avait une position pour éviter cette crise diplomatique, mais depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire accuse vis-à-vis de la CEDEAO le Mali et veut la libération, évidemment, de ces gens. Il y a des rodomontades qui sont menées en Côte d'Ivoire, puisque des activistes ivoiriens prétendent qu'ils vont attaquer le Mali et aller récupérer eux-mêmes leurs soldats. C'est risible dans tout cela. Derrière le Mali, il y a évidemment le peuple malien unanime, mais il y a également trois États puissants qui sont la Russie, qui sont la Chine et qui sont l'Algérie. Donc évidemment, le Mali est en position de force et cette soi-disant volonté de confrontation de la Côte d'Ivoire, c'est une fois de plus un coup d'épée dans l'eau. Ce conflit, justement, entre Bamako et Abidjan, c'est une sorte de guerre par procuration seulement. Je rappelle que le colonel Assimi Goïta a précisé, il a persisté, il a signé en disant que pour eux, pour les autorités maliennes, la question des mercenaires ivoiriens est purement une question judiciaire et bilatérale, donc à la décision du gouvernement ivoirien notamment d'avoir transformé ce dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent d'avoir saisi la CEDEAO. Le gouvernement de la transition a souligné qu'il n'est nullement concerné par la procédure devant une instance communautaire. Alors, s'il s'agit effectivement d'une guerre ou d'une affaire judiciaire et bilatérale, donc qui concerne strictement les deux pays, en quoi est-ce que, selon vous, la saisie de la CEDEAO devrait, par exemple, être condamnée par les pays, entre guillemets, de la communauté internationale? C'est à moi que vous posez la question. C'est à vous que je repose la question, Luc Michel. Bon, il faut savoir que la CEDEAO, c'est une espèce de syndicat des chefs d'État pro-occidentaux. Il y a le Ghana qui est lié à un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Ce sont le seul État en Afrique à être dans ce cas. Et le Ghana est également la porte d'entrée
l'entrée de la Bundeswehr allemande en Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire et le roi du Maroc qui sont les chevaux de Troie des Français dans la CEDEAO. Et donc la CEDEAO n'a aucune autonomie ni politique ni géopolitique. Ce sont les domestiques des Américains et des Français. À partir de ce moment-là, la position de la CEDEAO, qui est agressive depuis le départ contre le Mali, notamment en édictant des sanctions qui sont dictées par les États-Unis et l'Union européenne, évidemment, la CEDEAO s'est discréditée dès le départ. En tenant une réunion de la CEDEAO à New York, dans les locaux de l'ONU d'ailleurs, la CEDEAO a montré quelle était la voie de son maître occidental. Alors, je me tourne à présent vers vous, Fabrice Beyer. On sait que le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a assuré qu'il ne cédera à aucun chantage ou intimidation dans cette affaire des 46 mercenaires maliens. Alors, selon vous, justement, dans la sous-région, Fabrice Beyer, est-ce qu'il y aurait de risques, de possibilités que finalement le colonel Assimi Goïta se retrouve, je dirais, seul ou plutôt isolé dans la région lorsqu'il reste ferme comme on peut le voir dans ses positions, il dit, écoutez, je ne céderai ni au chantage ni à l'intimidation. Est-ce qu'il est possible que finalement dans la sous-région, et même avec le Sénégal, qui, Luc Michel le disait à l'instant, avec ce virage à 100 degrés, est-ce que Assimi Goïta peut véritablement se retrouver isolé malgré le soutien aujourd'hui de la Russie ou de l'Algérie et des autres alliés notamment? Voilà, on me signale que Fabrice Beyer est malheureusement parti. Je vous pose la question à vous, Gamal Abina. Nous sommes à moins de 15 minutes pour la fin de l'émission. Donc, pour revenir sur ces positions un peu arrêtées du colonel Assimi Goïta, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas de risque que ce dernier se retrouve isolé dans la sous-région et notamment dans la CEDEAO? Il est déjà isolé de fait, parce que de toute façon, il y a une fronde qui s'est faite par la CEDEAO, mais il a réussi un coup de maître, il a été capable de résister, et ils ont reculé, en vérité, parce que la CEDEAO ne peut pas passer par le Mali. Il y a des commerces frontaux qui sont importants, latéraux, c'est un pays qui est central, mais au-delà de ça, oui, il a réussi, et moi j'allais dire qu'au-delà même de cette volonté de sanction de la CEDEAO qui répond clairement à un agenda occidental, puisque quand on va faire des histoires à Assimi Goïta, on ne fait pas les mêmes histoires d'autres pays qui sont des dictatures dans la région, que je ne vais pas nommer, c'est pas utile. Mais une chose est certaine, c'est de dire qu'il a réussi un coup de maître dans la mesure où il a été capable d'abord de ne pas tomber dans le piège grossier tendu par Ouattara, le piège qui consistait à avoir une réaction violente vis-à-vis des soldats qu'il a fait prisonniers et à ne pas présenter cela sur le terrain du droit international et du droit national. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il y a une enquête, il a mené son enquête, effectivement, on se rend bien compte que ces militaires sont arrivés là-bas sans mandat de mission, sans mission de l'ONU, sans la moindre mission internationale ou même un mandat quelconque légal, mais que ça a été fait de façon un peu comme des barbouzes, et il n'est pas tombé dans le piège de la vengeance ou du règlement de compte. Il a porté la question à l'ONU, il a porté la question effectivement aux forces internationales qui sont basées dans la région, il a divisé la fraction états-unienne, comme le disait très bien Luc Michel, puisque effectivement les Allemands de la Bundeswehr ne sont pas solidarisés avec ce phénomène, puisqu'ils n'étaient pas avertis et que de toute façon ils n'allaient pas couvrir une opération aussi grossière. Et il a été capable, effectivement, de rappeler la responsabilité de Ouattara dans cette affaire. Alors là où je leur félicite surtout, c'est que, et il ne faut pas tomber dans ce piège encore une fois, c'est que ce n'est pas parce que le dirigeant africain ne répond pas aux intérêts de son peuple, je parle de Ouattara, que le peuple ivoirien est d'accord avec ça. Il ne faut pas tomber dans ce piège. J'ai entendu beaucoup de débats sur Afrique Média où on avait le sentiment que les Maliens devraient s'en prendre peut-être à la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas s'en prendre à la Côte d'Ivoire, il faut s'en prendre aux dirigeants qui dirige la Côte d'Ivoire et qui doit répondre de ses responsabilités parce qu'il est seul à bord. Il est maître à bord, c'est vrai, mais il est seul dans ce choix. Et si le peuple ivoirien avait été consulté pour une opération de barbouze, croyez-moi, il n'y aurait pas eu de réponse favorable. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta était un homme qu'on prétend être un dictateur quand même, s'est positionné sur la question du droit, a porté la question au niveau du droit et du droit international, porte la question au niveau du Conseil de sécurité, porte la question, effectivement, il va contredire Ouattara qui s'est trouvé dans sa fuite en avant des soutiens à la CEDEAO. Ces soutiens vont être difficiles à vendre parce qu'évidemment, il était pris la main dans le sac. Et donc aujourd'hui, il est probable que le grand gagnant de ce bras de fer, qui est un échec pour Ouattara, c'est Goïta, parce qu'il a montré qu'il était digne, qu'il était capable de rester dans une question de droit, en dépit du fait que le pays est en phase de transition, et qu'en face, l'autorité quasiment autoritaire de Ouattara, qui a pris une décision
peut-être pas unilatérale, mais au moins à minima maladroite, mal organisée, et qui a conduit à l'arrestation de ces hommes, eh bien, Ouattara va devoir s'expliquer des raisons pour lesquelles il a agi comme ça et qu'est-ce qui l'a autorisé à agir comme ça. Et c'est en ça qu'effectivement, je pense que la meilleure stratégie à adopter aujourd'hui est une question à savoir légale, de montrer que dans un cas, il y a un pays qui a subi une agression, parce que c'est bien d'une agression dont on parle, hein, des militaires étrangers qui arrivent sur un territoire national sans autorisation, c'est une agression, et de l'autre côté, un homme qui est accusé d'avoir manœuvré et qui va devoir se justifier au niveau de la justice internationale peut-être, mais certainement de la justice malienne. Donc je pense qu'effectivement là-dessus, ces manœuvres grossières pour essayer à nouveau d'isoler le Mali ne lui seront pas favorables cette fois-ci, parce que on le voit avec les Allemands, on le voit avec les forces de l'ONU, ils n'ont pas suivi par solidarité cet homme qui a fait une grosse erreur sur le plan du droit. D'accord, mais est-ce que vous pensez, hein, tout de même, Gamal Abina, que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ayant saisi la communauté de la CEDEAO pour une réunion extraordinaire en vue d'aboutir justement à la libération de ces 46 soldats ivoiriens au Mali, est-ce que vous pensez que finalement le président Ouattara obtiendra gain de cause dans les plus brefs délais? Je veux dire, obtiendra évidemment la libération de ces mercenaires. Non, non. En aucun cas, parce que d'abord, il y a une chose qui est certaine, c'est pas parce que la CEDEAO existe que la CEDEAO a un pouvoir supranational qui va au-delà du pouvoir national malien. Il y a quand même une justice au Mali, il y a quand même des enquêteurs, il y a quand même des policiers, il y a quand même un fait établi, des hommes sont arrivés sur le territoire de façon illégale. Donc il a beau saisir la CEDEAO en espérant saisir l'instance judiciaire de la CEDEAO, en l'occurrence, ça n'aboutira pas parce qu'il est dans une posture d'homme qui a fauté. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, par exemple, je viens voler dans un appartement et je vais saisir la police parce qu'on m'a attrapé en train de voler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je viens voler, je dois m'expliquer sur le vol. Et bien là, il a envoyé des hommes dans un territoire qui n'est pas le sien, sans aucun mandat, sans motivation, sans réel objectif défini, parce que c'est ça la question qui se pose. Quels sont les objectifs des hommes qu'il a envoyés là-bas? Et là, il va devoir se justifier. Donc, qu'il saisisse la CEDEAO, c'est une façon c'est un peu désespéré d'obtenir dans une négociation directe peut-être de la part d'un groupe de pression, la CEDEAO, contre le Mali, la libération d'hommes pour lesquels il y a un dossier qui est ouvert. Donc je pense qu'il n'aboutira pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui est aujourd'hui dans une situation très inconfortable. D'accord, merci beaucoup à vous, Gamal Abina. Alors, on va sortir avec vous, Luc Michel, très rapidement. Alors, Luc Michel, au moment où on le sait, plusieurs médiateurs déjà, on pense notamment à la médiation togolaise et celle du président Faure Gnassingbé Eyadema, au moment où ces médiateurs-là, entre autres le Togo, s'activent pour obtenir donc la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali. La Côte d'Ivoire, selon les autorités maliennes, eh bien, sert d'une certaine façon de terre d'asile pour d'anciens hauts responsables maliens qui sont recherchés par la justice malienne. Alors le président de la transition, le sait, le colonel Assimi Goïta, a posé clairement certaines conditions. Parmi ces conditions-là, il faudrait que la Côte d'Ivoire laisse justement ces responsables-là pour qu'elles viennent faire face à la justice dans leur pays. Comment expliquer très concrètement les conditions de façon globale, Luc Michel, que pose le colonel Assimi Goïta quelque part? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu drastiques selon vous? Non, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est une plateforme globale d'agression contre les colonels de Bamako. Il y a à Abidjan un politicien donc, malien qui s'est déclaré le président du Mali et qui est reconnu par Assimi Goïta. Il y a une série de politiciens qui préparent des coups d'État et donc le Mali est justifié de demander la livraison. Ces gens d'ailleurs font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Ils sont également dans des affaires de corruption, notamment le fils de l'ancien président Ibeka. Mais il faut savoir qu'on n'est plus il y a 6 mois en arrière. Aujourd'hui, la Russie apporte de l'oxygène géopolitique et permet à une série de chefs d'État africains des choix géopolitiques, non pas de basculer du côté du bloc de l'Est, mais de tenir une position de neutralité. Aujourd'hui, Bamako n'est plus isolé au sein de la CEDEAO. Il y a tout d'abord le Togo, qui est le principal allié de Bamako dans la lutte contre les sanctions. Il y a, je vous l'expliquais, le Sénégal qui est l'allié de la Russie, de l'Algérie et de l'Iran dans la guerre nucléaire. Mais il y a également un autre retournement géopolitique à 180 degrés. C'est le cas du colonel Doumbouya en Guinée-Conakry. Doumbouya, il arrive au pouvoir par un coup d'État qui est appuyé par les Américains
mais depuis, il a adopté une position de neutralité. Il a refusé de condamner la Russie dans l'affaire ukrainienne, comme on refusait de condamner la Russie d'ailleurs, le Togo ou même le Maroc qui était proche des Américains et des Israéliens. Le colonel Doumbouya est en alliance étroite aujourd'hui avec les colonels de Monaco et il tient une position souverainiste. Donc Bamako n'est pas isolé, c'est évidemment ce qui renforce la position de Bamako par rapport à la Côte d'Ivoire. Celui qui est complètement isolé dedans, à part vis-à-vis du Ghana et vis-à-vis du Niger par exemple, c'est Alassane Ouattara qui est l'homme lige maintenant des Américains et jusqu'ici des Français. Les tentatives d'introduire des mercenaires au Mali, évidemment, est totalement inexcusable. Et la position des Allemands qui est refusée de participer à ce complot, elle explique d'ailleurs le malaise qui est au niveau international, en particulier de l'ONU. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour toutes ces explications. Merci à vous également, Gamal Abina. Merci pour vos éclairages et vos analyses assez enrichissantes. Merci à vous, Mohamed Atta. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le cadre de cette édition. Nous n'avons pas pu vous suivre jusqu'à la fin de l'émission pour des soucis de connexion. J'espère que la prochaine fois, nous aurons l'occasion de vous écouter de bout en bout. Mohamed El Tab, j'allais dire. Merci à vous également, Fabrice Beyor. Merci pour vos analyses et vos éclairages. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale, rendez-vous est pris pour un autre numéro, pour un prochain numéro. Merci à l'équipe technique de ce matin. Merci particulier à notre réalisateur Nathan Daye. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Au revoir et bon dimanche.